Bonsoir et bienvenue à tous. Démarrons ce journal avec le volet santé en prélude à la journée mondiale du rein qui se tiendra le 8 mars prochain. Le centre de santé Mira, situé au quartier Glace de Libreville, a récemment organisé des séances de dépistage gratuites de l'insuffisance rénale. C'était en présence de nos reporters Euphrem Biyogo, Edzo et Fleury Asiondo. Les questions liées à la santé des populations étaient au centre d'une journée consacrée au dépistage gratuit d'une pathologie qui fait rage actuellement dans le pays. Il s'agit pour les responsables du centre de santé Mira situé au quartier Glace de Libreville de susciter auprès des populations de pouvoir se faire dépister gratuitement en prélude à la journée mondiale du rein célébrée le 8 mars de cette année. Une opération menée de main de maître par une équipe de spécialistes venus expressément de divers horizons avec pour seul objectif permettre aux patients de connaître leur statut. Nous avons organisé cette journée à cause du programme mondial pour la célébration de la journée mondiale de rein 2018. Tout est programmé pour des journées successives à notre clinique ici, à la clinique Mira, et à Glace. Nous avons 7 journées de dépistage, plus le samedi prochain, samedi 10. Il y a des autres activités aussi à préparer avec la SOGAPET, Société Gabonaise de Pédiatrie, et avec le Centre National de Mondialisme. Nous avons organisé cette activité pour un dépistage actualisé de certaine manière l'incidence de la maladie rénale chronique occulte ou bien de la maladie rénale sur place. Il y a un certain groupe de malades, de personnes que nous savons que sont porteurs de maladie rénale et ne connaissent pas aucun type de maladie. Quant à l'hygiène à adopter pour se mettre à l'abri de cette pathologie? La prévention. Ce dépistage est pour contrôler spécifiquement les facteurs de risque et à la même temps les facteurs qui sont occultes, qu'on doit retrouver sur place pour traiter et pour surveiller les malades à long terme. Nous serons capables de classifier avec ce groupe de malades l'échantillon de malades qui viennent avec des problèmes, ou bien diabétiques, ou bien avec des problèmes de tension artérielle, ou bien les patients avec des problèmes avec la bandelette urinaire positive. À partir de ça, commence une surveillance plus profonde à la clinique. À la clinique pour continuer un certain groupe d'examens qui sont plus profonds, qui vont nous aider pour actualiser l'état général de chaque personne. Le vœu des populations est de voir les pouvoirs publics s'impliquer davantage dans la prise en charge des patients. Il est important pour nos gouvernants, pour le pouvoir public, de se pencher vraiment sur cette maladie, malheureusement aussi qui fait beaucoup de victimes. Et des personnes, pour la plupart, ne sont parfois pas prises en charge. Il n'y a pas une prise en charge en tant que telle de cette maladie. Je pense que ce serait une occasion, pourquoi pas par rapport à cette séance de dépistage pour les pouvoirs publics, de vraiment se pencher sur la question. Peut-être que aussi, je ne sais pas s'il y a eu large diffusion de cette action. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être sont ignorantes de leur statut, peut-être de malades souffrant de l'insuffisance rénale. Prise de la tension artérielle des patients et autres examens liés à cette pathologie a constitué l'ensemble d'éléments permettant aux patients de connaître enfin leur état de santé. Nous restons dans le volet santé, soulever la question de la gratuité de l'accouchement dans toutes les structures sanitaires du pays. Cela est-il effectif et visible sur le terrain? Allons-y le découvrir dans ce reportage que nous propose Fabiola Mengue. La gratuité dans les structures hospitalières publiques promis par le chef de l'exécutif gabonais lors de son allocution à la nation demeure au centre des débats. Annoncé pour mars 2018, puis reporté à une date ultérieure par le ministre de la Santé, les Gabonais attendent toujours son effectivité. Mais pour M. Gassala, professionnel de santé,
Cette mesure n'est qu'une promesse de plus. Il faut déjà noter que nous sommes dans un pays atypique qui navigue vraiment à tue-tête, ce qui voudrait tout simplement dire que les gouvernants actuels, avant de prendre un certain nombre de décisions, ne consultent pas les professionnels eux-mêmes qui maîtrisent les différents secteurs. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de constater évidemment que le gouvernement actuel tire des plans sur la comète. C'est-à-dire prend des décisions et proclame des choses parfois qu'ils sont incapables même, n'est-ce pas, de réaliser. Parlant de la gratuité des accouchements, par exemple, depuis un certain temps, depuis plus de 2 décennies, les femmes sont exonérées de toutes dépenses. C'est-à-dire que les femmes accouchent gratuitement dans nos formations sanitaires, nonobstant l'avènement, n'est-ce pas, de l'ACNAMGS, dans les centres médicaux, dans les centres de santé, qui ont des salles d'accouchement à l'instar même des Arions, mais les femmes accouchaient déjà gratuitement. Et nous étions également surpris qu'en 2009, lorsque l'actuel chef de l'exécutif faisant prononcer son discours, il avait pris la décision, n'est-ce pas, de faire accoucher gratuitement les femmes dans l'ensemble des structures sanitaires de notre pays. Alors que c'est quelque chose qui se faisait déjà. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien de secret, n'est-ce pas, de nouveau, il n'y a que transformation des choses déjà existantes. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous avons un gouvernement, on va dire, luciférien, voilà, qui ne pense à rien et qui ne consulte pas et qui ne travaille pas avec des professionnels, eux qui maîtrisent justement leurs différents secteurs. Toutefois, nous sommes tentés de poser la question de savoir pourquoi la gratuité de l'accouchement qui existait déjà dans les années antérieures a été supprimée. Aujourd'hui, il serait bienvenu que le gouvernement tienne ses promesses, car de nombreuses Gabonaises estiment trop élevé le coût des accouchements dans le pays. En économie, la production gabonaise de pétrole enregistre une baisse de 8,5% millions de tonnes, une contre-performance qui s'explique par de nombreux facteurs, notamment les grèves du personnel enregistrées dans ce secteur. Pierre Parfait, Mbadikumbu. La production nationale de pétrole brut s'est élevée à 10,503 millions de tonnes, contre 11,485 en 2016. Soit une baisse de 8,5%. Selon la Direction générale de l'économie, cette contre-performance s'explique par le déclin naturel des champs matures, mais également à cause des difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs et par des grèves du personnel enregistrées dans ce secteur stratégique de l'économie du pays. Mais la baisse de la production de l'or noir est également favorisée par la stratégie du laisser-faire, adopté par les opérateurs comme Shell et Total dans l'attente de la finalisation des cessions d'actifs au profit d'Assala Energy et Perenco qui n'ont eu lieu qu'en septembre 2017, indique la Direction générale des hydrocarbures. La baisse de la production nationale a induit une baisse des exportations passant de 10,530 millions de tonnes en 2016 à 9,443 millions de tonnes en 2017. Soit un repli de 10,3%. En termes de vente, l'Asie, avec plus de 76% de part, reste la principale destination du brut gabonais, suivie de l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes. Sur le plan international, le prix moyen de Brent s'est situé à 54,27 $ le baril, en amélioration de 24,2% par rapport à 2016. De même, le prix moyen du brut gabonais a augmenté de 29,6% à 52,54 $ le baril. 31 décembre 2017, 5 mars 2018, bientôt 3 mois que le chef de l'État annonçait au cours du discours à la nation d'importantes promesses dont le terme était fixé au mois de mars pour la plupart à l'amorce de ce mois crucial pour leur réalisation. Où en sommes-nous avec leur mise en œuvre? Tentative de réponse dans cette analyse que nous propose Arnomba Boukou. Le 16 août au soir, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba,
prononcer un discours traditionnel à la nation en prélude à l'organisation, quelques heures après, de la célébration de la fête nationale tous les 17 août. L'adresse à la nation du chef de l'État, le 16 août dernier, était son 8e exercice du genre depuis 2010. De toutes ces allocutions, celle de cette année reste particulière tant par la longueur que par le contenu du message. S'agissant de la durée, cette allocution s'avère très courte et brève, soit 12 minutes 22 secondes, le début de l'exécution de l'hymne national y compris. Un record en dessous, sinon très en dessous, des 7 précédentes allocutions à la nation quelque peu convaincantes, même si plus tard on observait le creux entre la parole et l'acte. En ce qui est du contenu, rien d'extraordinaire, rien d'innovant, l'avenir économique, politique et social du pays s'en trouve ignoré, aucune ligne directrice n'a été évoquée pour les 6 années de magistrature, très longues encore devant nous. Alors que le chef de l'État aurait dû donner une seule réponse en des termes simples, voici ce que je ferai pour le bien du pays pour les 6 années restantes de mon second septennat. La parole du chef de l'État faisant foi, surtout en cette occasion solennelle où il est soumis à cet exercice qu'une foi longue. Sachant très bien que cette adresse à la nation est au lendemain de la très douloureuse crise post-électorale encore aujourd'hui incandescente, le chef de l'État avait une occasion en or de rebattre les cartes si on était en sport, de refaire le score. Si on parlait tout simplement, on dirait qu'il a raté ce pénalty politique alors que les Gaules n'avaient pas de gardien. En sport, on parlerait de maladresse qui se justifierait par la méconnaissance des rouages et des arcanes sportives, toutes choses étant égales par ailleurs. Le contenu du discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, reste encore marqué par les leçons autour de la notion de l'indépendance. Le chef de l'État nous encourage à assumer notre indépendance, mais ne l'assumons-nous pas depuis 57 ans? Quelle serait la particularité de l'enseigner aujourd'hui? Aussi, poursuit-il, nous devons tracer la ligne directrice de notre pays à notre manière et à notre rythme. Fin de citation. Cela signifie, à contrario, que la trajectoire tracée depuis plusieurs décennies est donc mauvaise, y compris celle qu'il a lui-même tracée depuis 2009. En numéro 1 gabonais, il était alors opportun de donner l'indication de la redéfinition de cette nouvelle trajectoire, la manière et le rythme sans oublier. En somme, cette allocution a manqué de tact et semble avoir répondu aux 4 questions que sont: qui est le président? C'est moi. Qui parle de moi? Je réponds. Qui sollicite mon départ? J'y reste. Où est le nouveau gouvernement? Vous l'aurez sous peu. Au cours de l'allocution, le chef de l'État semble avoir reconnu l'échec collectif de la gestion de notre pays. Il y va même pour la rédaction du discours à la nation. Un mot de religion pour la poursuite de ce journal. Le 9 mars prochain aura lieu la grande nuit du retour à l'envoyeur organisée par les révérends Louis et Chantal Sarah Badinga du Centre mondial Shekinah. Qu'en est-il exactement de cette grande nuit? Les détails avec Fabiola Mengue. Une nouvelle nuit avec une autre particularité qui est tout aussi différente des autres. La grande nuit du Centre mondial Shekinah, qui sont au fil du temps devenus un moment de communion, de partage et d'apprentissage sur les maniements des armes contre les différentes puissances du mal. Donc, c'est pour cette raison que les révérends ont instauré un tel combat avec la participation de la population gabonaise. Nouveau thème pour la simple raison que les différents choix qui sont portés autour de ce que nous faisons visent des objectifs assez clairs et précis qui nous ont été transmis principalement par le Seigneur. Lorsqu'on parle d'une invasion, de l'invasion totale, il faut dire que c'est simplement une irruption soudaine de certaines troupes contre les positions ennemies. Nous sommes depuis fort longtemps conscients que le Gabon fait face à une véritable animosité qui ne résulte pas du comportement des hommes, mais plutôt qui n'est que la conséquence des forces d'inertie, des forces occulto-sataniques qui sont établies en nation gabonaise. D'où d'ailleurs l'importance qui est la nôtre de lever une armée du Dieu vivant qui, par le biais de la prière, portera l'étendard de la croix afin de contraindre les forces des ténèbres à quitter le pays et à libérer notre nation. Le programme de cette nuit qui est aussi attrayant. Le programme il est assez long, comme pour les événements précédents. C'est 12 heures intensives de prière, 12 heures de louange et d'adoration, 12 heures de témoignage. C'est également 12 heures d'enseignement intensif et c'est aussi 12 heures de démonstration de la puissance de Dieu. Ceux qui ont pris l'habitude de participer à ces différentes nuits se sont rendus compte au fil des temps de l'évolution en termes de qualité
du son, de l'amélioration de tout ce qui est accueil, etc. Permettez-moi de vous rappeler, à vous qui me regardez à la télévision, que cette nuit n'en dérogera pas la règle dans la mesure où des innovations seront apportées, lesquelles porteront essentiellement autour du fait que c'est davantage des serviteurs de Dieu oints en nation gabonaise à cause du caractère corporel de l'événement, mais c'est aussi un orateur international que je vous invite à venir écouter, lequel porte un message vivant, un message puissant qui, je suis sûr, vous fera énormément de bien. La Grande Nuit, retour à l'envoyeur, sera l'occasion d'un nouvel apport dans la vie des participants. Le révérend Louis Badinga invite massivement la population gabonaise à y prendre part car de grandes choses vont s'accomplir. Écoutons-le à nouveau au micro de Fabiola Mengue. Vendredi 9 mars 2018, de 18h à 6h du matin, mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, permettez-moi de rappeler que lorsque on fait mention de l'intérêt de la nation gabonaise, il est bien de temps en temps de nous départir des responsabilités locales pour fédérer, pour fusionner autour de la responsabilité du corps. Là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Gabonaises et Gabonais, d'origine comme d'adoption, venez et ensemble, tenons-nous main dans les mains. Prions pour le Gabon, notre pays, parce que notre paix, notre bonheur dépend énormément de la paix et du bonheur de notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout, merci à nouveau pour cette opportunité renouvelée. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Nous irons tour à tour en Afrique, puis en Europe. D'abord en Afrique, précisément au Burkina Faso, lors de l'attaque terroriste qui a visé l'ambassade de France et l'état-major des armées burkinabé le 2 mars 2018. Les correspondants de France 24 étaient aux côtés des premières unités d'intervention en action. Image exclusive. Dites à l'autre passer à la quai à nos éléments qui sont à l'intérieur. Les gens qui sont déjà rentrés, je ne vais tirer au hasard. Nous sommes aux alentours de 10 heures, au cœur de l'intervention des forces armées burkinabées. Les terroristes sont à l'intérieur de l'état-major des armées. Vous attendez. Ok, pas de tir extérieur. Voilà, pas de tir extérieur. Pas de tir extérieur. Les premiers soldats sur les lieux s'organisent avant l'arrivée des renforts. Téléphone à l'oreille, ce gendarme en tenue civile reçoit des instructions. Tous les éléments ont été mobilisés. Il y a toute l'armée ici. Militaires, gendarmes, ils sont là. Aux alentours, on cherche à s'abriter des tirs. Ce soldat reçoit des consignes de ses supérieurs. Au même moment, les premiers occupants sont évacués du bâtiment. Levez les mains si vous sortez. Levez les mains. Levez les mains, on tient les mains. Et puis vous sortez. Tous les moyens sont bons pour se protéger. Moto pour les uns, voiture pour les autres, lorsque la riposte s'intensifie. Les échanges de tirs auront duré plus de 4 heures pour ce qui constitue la 3e attaque terroriste à Ouagadougou depuis 2016. En Italie, la coalition de droite, extrême droite, est en tête des législatives italiennes de dimanche, mais sans disposer de la majorité absolue. Le mouvement 5 étoiles a reçu pour sa part une majorité de voix. Presse internationale. Selon les premières projections, ils seraient les grands vainqueurs de cette élection, sans pour autant s'assurer une majorité. La coalition formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue de Matteo Salvini et le parti Fratelli d'Italia recueillerait plus de 30% des voix. C'est un moment historique pour la Ligue, car jamais par le passé nous avions atteint un tel score. Nous recueillons des votes du Nord et du Sud. Une victoire en demi-teinte pour Silvio Berlusconi. L'ancien président du Conseil est distancé au sein de cette coalition par Matteo Salvini. Il s'était pourtant présenté à Bruxelles comme le seul rempart contre les populistes. Le mouvement 5 étoiles, lui aussi, dépasserait les 30%. Si ces résultats se confirment, ce serait un triomphe pour le mouvement 5 étoiles, une vraie apothéose. Cela prouve que nous avons fait du bon travail. Cela signifie surtout que tout le monde devra discuter avec nous. Mais pour l'heure, aucune des deux formations n'obtiendrait les 158 sièges nécessaires au Parlement pour former une majorité.
Si l'hypothèse d'une victoire politique claire du mouvement 5 étoiles se confirmait, il deviendrait bien sûr le parti le plus fort et le vainqueur de cette élection. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'on leur demandera de former un gouvernement. Tout dépend de la coalition qu'ils formeront. Seule certitude ce matin, le parti démocrate de Matteo Renzi s'écroule complètement avec moins de 20% des voix. Les deux chambres du nouveau Parlement siégeront pour la première fois le 23 mars. Les discussions formelles en vue de constituer un gouvernement ne devraient pas commencer avant le mois d'avril. En sport, à présent, après 20 ans de règne à la tête de la Fédération gabonaise de judo, Maître Ongwe vient de céder son fauteuil à Maître Wilfred Nguema, une succession qui s'est faite au cours de l'Assemblée générale élective tenue le dimanche dernier. Ulrich Sima est là pour le reportage. La surprise n'a été que de mise pour la succession de Maître Ongwe à la tête de la FEGA Judo. Le candidat annoncé comme favori et considéré comme un proche du bureau sortant, Maître Wilfred Nguema, a été élu à la présidence de la Fédération gabonaise de judo pour un mandat de 4 ans au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue hier dimanche à la Chambre de commerce sous la supervision des membres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Une Assemblée générale élective très tendue par la mise en cause de la violation des textes et statuts dénoncés avant le scrutin par un des candidats en lice. C'est que le ministère avait pourtant demandé, mais cela a été fait. Donc, aujourd'hui, cette élection devait se faire sur la base des clubs qui sont constitués légalement. Nous sommes en phase de constitution. La fédération n'existe pas, je persiste. La fédération n'existe pas, j'ai des documents ici. Je ferai un recours. Lorsque nous avons saisi, voilà ce document. La date est là. Sauf oubli de notre part, la fédération n'existait pas. Curieusement, à quelques jours de l'élection, on nous sort un récépissé datant du 20 février qui reconnaît l'existence de la Fédération gabonaise de judo. Le nouveau président fraîchement élu n'a pas manqué de relater ce qui sera sa première mission. La première action que je vais mener, c'est essayer de rassembler tout le monde. Il faut rassembler tout le monde. Rassembler la famille judoka. On est fracturé, on est vraiment fracturé. Il faut rassembler tout le monde. Vraiment, ça c'est vraiment le premier truc à faire. C'est discuter, à mener des discussions pour que tout le monde se remette autour de la table pour arriver à quelque chose de mieux, arriver à quelque chose d'apaisé. Donc il faut vraiment qu'on rassemble tout le monde. Notons que le processus électoral s'est déroulé sans la présence du candidat Serge Christian Ouvelou et de sa suite qui ont dénoncé être victimes d'un complot d'amis et souhaitant saisir les instances internationales afin de solliciter l'invalidation de l'Assemblée générale qui pour eux est attachée d'irrégularité. Entre-temps, la Ligue de basketball de l'Estuaire a organisé au Britannique militaire un tournoi pour le lancement de ses activités, tournoi dénommé Super Coupe Patrick Ambrouet. Retrouvons à nouveau Ulrich Sima est là. La Ligue de basketball de l'Estuaire a organisé le samedi écoulé la Super Coupe dénommée Patrick Ambrouet, une compétition qui fait office de lancement régulier des activités de la Ligue. La Super Coupe Patrick Ambrouet est une compétition qui lance officiellement le début des activités de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Et voilà, je pense que la Ligue, nous, à notre niveau, on est prêts. Et les clubs aussi, justement, par le spectacle, la qualité des spectacles qu'ils nous présentent, nous démontrent clairement qu'eux aussi, ils sont prêts et qu'ils ont hâte de démarrer la saison. 8 équipes ont participé à ce tournoi qui a débuté par les demi-finales chez les juniors, à savoir les As de l'Estuaire contre Galaxy, une rencontre remportée à l'arraché par Galaxy 63-62. La seconde demi-finale a vu Don Bosco prendre le dessus sur Tali sur un score étriant de 73-41. En finale, seigneurs, dames et hommes, la stupeur n'a pas été, car les champions en titre ont facilement déroulé leurs adversaires. Chez les femmes, Tama a éclaboussé Galaxy sur un score de 50-17 et chez les hommes, Ovendo 70 a pris le dessus sur les étudiants de Nzimba sur un score de 82-41. En finale junior, la talentueuse équipe de Don Bosco a roulé sur Galaxy sur un score de 73-41. De toujours être les meilleurs, donc on garde dans début de saison déjà la même optique. On n'a pas à faiblir, on a des objectifs à atteindre et même là,
On trouve qu'on a été assez mauvais sur ce match-là parce qu'on n'a pas rempli les conditions du coach. On souhaitait qu'ils annoncent bien le début de la saison. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On est content. On voulait vraiment gagner cette coupe. On avait vraiment besoin de gagner cette coupe. Parce qu'il fallait qu'on maintienne nos titres. Après cette compétition, les équipes de la Ligue de basketball de l'Estuaire a pris déjà les armes pour mieux entamer la saison régulière. Voici à présent le résumé de la 16e journée du championnat de rugby. C'est avec Mosconi et Ngonba. Des chocs, il en a eu au cours de ce duel entre Erco et le Vautour 15 qui s'est disputé au stade de l'Escape, situé dans la commune de Vendo. Dès le coup de sifflet de la rencontre, Erco 15 passe à l'offensive. Une puissance vite affaiblie par les attaques placées du Vautour 15 qui répond très vite à son adversaire. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais l'avantage est vite assuré par Erco 15, ce qui donne un léger avantage en première mi-temps, 9 contre 10. La seconde période est rude, le Vautour 15 appuie sur l'accélérateur en remontant au score en fin de partie. Score final, 10 contre 12 pour la police. Nous avons dit aux gars à la mi-temps que c'est peut-être pas terminé. Et il y avait encore 40 minutes de jeu, donc tout était possible. Il suffit seulement de remanier certains petits réglages et être beaucoup plus discipliné. Et à deuxième mi-temps, ça a payé, c'est ce que nous avons fait avec les balles arrêtées, nous avons transformé, donc on a pu avoir 2-0, donc c'est beaucoup dans le monde du rugby. Premier mi-temps, on s'est retrouvés parce que on a essayé de faire à peu près ce que le coach nous a appris jeudi, mais après un remplacement, on a perdu tout repère sur le stade, donc on se cherchait maintenant. Donc voilà la raison pour laquelle on a perdu contre la police. Erco 15 rate de peu de recoller au leader le RCL qui reste le seul patron du championnat qui gagne en qualité. Dans ce duel des 15, seule la police nationale gagne en points. Elle peut donc espérer faire partie des Big Four des équipes en quête de victoire au terme du championnat. Et avant de refermer cette page sportive, je vous invite à suivre cette réaction de Bosco Alabafal au sujet des dispositions de la FIFA et de ce que prévoient les textes en cas d'élection fédérale. Il est au micro de Frem Biyogo Edzo. Tout à l'heure, la norme FIFA qui prévoit que dans le cas d'espèce, notamment la norme, il faut citer la prévision, l'article donc 4, qui énonce que la mise en place donc de la commission électorale et celle de recours doivent être mises donc au cours d'un congrès ordinaire. Et ceci dans un délai d'au moins 6 mois avant la prochaine Assemblée générale élective. Alors ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que depuis le 27 octobre 2017, au moment où s'est tenu donc le congrès ordinaire de la Fédération gabonaise de football, c'est à ce moment, bien précisément, que la Fédération gabonaise de football devrait dévoiler la commission, l'édite commission en question, et dévoiler également les membres qui devraient être élus à l'occasion donc de la mise en place donc de ces deux commissions. Alors donc, lorsque l'on se rappelle qu'en octobre 2017, ces organes n'ont pas été mis en place, encore moins les membres n'ont pas été élus. Donc, par conséquent, vous conviendrez donc avec moi qu'il y a une violation manifestée en ce qui concerne la norme FIFA. Et plus loin, sur le plan donc des standards donc national, à savoir donc le code électoral de la Fédération gabonaise de football, qui également dans ses articles 5 et suivants intègre, si vous voulez, les dispositions que je rappelais en ce qui concerne le standard FIFA, c'est-à-dire le code électoral. Donc on reprend les mêmes dispositions qui imposent, notamment à la Fédération gabonaise de football aussi, d'observer que avant la tenue d'un congrès électif, la Fédération gabonaise de football devrait en principe
mettre en place donc les deux commissions. Alors, il y a quand même la norme nationale et la norme internationale qui évoquent les mêmes dispositions qui font obligation à la Fédération gabonaise de football. L'impératif, on va dire, l'obligation de mettre en place 6 mois avant le congrès électif du 31 mars 2018. Alors, dans ces conditions, il est donc de bonne guerre où il est bon endroit, je pourrais peut-être évoquer cela, pour nous autres, de se rendre à l'évidence que nous acheminons progressivement vers un congrès qui n'est pas conforme aux dispositions statutaires, au code électoral de la Fédération gabonaise de football, ainsi au standard code électoral de la FIFA. Voilà, c'est sur ces propos de Bosco Alabafal que nous refermons cette page d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas votre magazine TVS Sport à 21h avec Euphrem Biyogo, Edzo Mosconi Ngonba et leurs nombreux invités. Au revoir.